Introduction. Ai-je peur de partir à l'aventure ou bien est-ce autre chose? De la culpabilité aussi peut-être. Sans doute. Je noue et dénoue les fils de cette histoire, ce qui nous lie, ces liens qui tissent notre vie, je cherche à les démêler, à les désenchevêtrer, délier. Je vais devenir une pro du tricot. Aider ou travailler. J'aimerais bien reprendre un emploi les jours où il est au CESAD, pour retrouver une vie sociale en dehors du handicap. Difficile de trouver un poste qui correspond à mes attentes. Et les employeurs ont toujours peur que je puisse être absent dû au handicap de mon fils. J'aimerais travailler plus pour gagner plus. Mais surtout parce que le travail représente ma bouffée d'oxygène et me permet de vivre une vie normale. Je l'aide depuis toujours, avec l'aide de ma mère. Mais celle-ci vieillissant, je prends de plus en plus le relais. En tant que célibataire, je dois travailler à plein temps, pour des raisons financières évidentes. Mais cela implique que je ne suis disponible que les week-ends, les vacances, pour prendre le relais. Puisque je travaille à plus de 100 kilomètres du foyer familial. Étant la référente médicale de mon frère, cela implique de prendre souvent des journées de congé pour ses consultations de spécialistes ou son traitement habituel, une cardiopathie sévère, et souvent au détriment de ma propre santé, étant moi-même en situation de handicap physique léger. Un aménagement du temps de travail serait préférable, mais je ne peux pas me le permettre. Aider ou s'épuiser. Je voudrais vous dire qu'ayant connu la fatigue, il ne faut jamais désespérer. Tout peut arriver. Le monde est ainsi fait de positif et de négatif. Le plus important est de conserver le moral et d'avoir une bonne santé. Et d'avoir toujours un but et la volonté de vouloir être plus fort que le destin. Cela a toujours été ma devise. Et pour le coup, le destin m'a souri. Merci à mes filles de m'avoir obligée à laisser leur père en maison spécialisée. Elles m'ont aidée et soutenue, malgré la démarche difficile pour elles, m'évitant ainsi l'épuisement total. Aujourd'hui, je redécouvre l'envie de faire des projets. L'envie d'avoir envie, comme chantait Johnny Hallyday. Je me couche tard, libre, sans peur d'être réveillé par le téléphone. Je suis libéré d'une partie de mon stress. Je regarde la lune, je rêvasse sur la création de la Terre. J'écoute la nature. J'ai moins peur du lendemain. Je ne culpabilise plus sur l'état de santé de ma mère. J'ai l'impression que des cases dans ma tête se libèrent. Peut-être que je redeviens intelligent. Si ce n'est pas le cas, c'est une sensation agréable. Il me manque encore une chose pour parfaire mon bonheur. Mais j'ai envie d'y croire. Vie familiale bouleversée. Quand je suis arrivé, je n'étais pas prêt à la tâche qui m'attendait. J'étais fort, du moins je le croyais. Je ne m'étais pas rendu compte de l'âge de mes parents. Je les voyais 8 jours par an aux vacances et je ne les voyais pas vieillir. Les premiers mois passés à leur côté m'ont fait prendre conscience de la tâche qui m'attendait, mais impossible de faire marche arrière. D'ailleurs, cela ne m'a même jamais effleuré l'esprit. Quand je ferme les yeux, je vois maman heureuse.
allant de l'une à l'autre des résidentes de la maison de retraite, les embrassant, toujours souriante. Et j'entends son cri du cœur lorsque je lui rends visite, ma fille, alors qu'elle a toujours vécu pour ses fils, hein. M'ignorant bien souvent. Je sens que l'avenir va être difficile. Mais tant qu'elle me reconnaît, c'est bien. Aujourd'hui, nous sommes en 2010. Elle s'ennuie, je le sais. Elle est de ma chair, c'est ma fille. Je la connais très bien. Et je sais quand elle ne va pas bien. Depuis 3 semaines, elle est devenue anorexique. Elle pleure beaucoup, ne peut plus aller travailler. Et elle sait que je suis là, que je l'écoute. Mais elle n'ose pas venir vivre son mal-être avec moi. Et puis ce dimanche d'avril est arrivé où il y a eu un déclic pour elle. Je vais la chercher à sa demande. De chez moi, nous appelons le centre et je l'emmène. 15 jours pour se refaire. Et elle me dit merci. Aujourd'hui, au moindre surmenage, elle me le dit. Elle sait que je suis là. Nous sommes tellement fusionnels. Toutes les sorties, même petites, prennent plus de temps d'organisation. Le quotidien tourne autour de notre fille et de ses difficultés. Les repas prennent un temps fou, la douche, l'habillage, la répétition des consignes et l'énergie pour lui apprendre des toutes petites choses. La présence d'un deuxième enfant 10 ans après me fait comprendre pourquoi les gens qui n'ont pas à s'occuper d'une personne handicapée ne se rendent pas compte de la charge physique et émotionnelle que cela implique. La vie sociale est bien sûr différente. Amener notre fille au restaurant n'est pas évident et demande beaucoup d'énergie et de préparation. Quand on ne se fait pas refuser l'entrée, comme c'est déjà arrivé 1 ou 2 fois. Mon couple en pâtit. Si je ferme les yeux en pensant à ma femme et à ce qui lui arrive, je vois ses capacités se dissiper l'une après l'autre, comme si elle se détachait d'elle, s'écartait au point de ne plus lui être accessible. Elle s'effeuille, se desquame, se disloque. Son cheminement est symétrique à celui d'un petit enfant qui acquiert sans cesse de nouvelles compétences. Elle, je la vois s'éloigner d'elle-même. Tout ce qu'elle savait faire ou savait. J'entends ses difficultés à trouver les mots pour s'exprimer. Et j'entends ses plaintes, souvent discrètes. Ses pleurs parfois que je surprends. Je sens l'odeur particulière de vêtements qu'elle porte trop souvent et qu'elle roule sur eux-mêmes lorsqu'elle les enlève, ne leur permettant pas de s'aérer. Ce n'est pas une odeur vraiment désagréable et j'ai pu vérifier que ce n'est pas elle, son corps, qui la produit. C'est une odeur chaude et ronde, pas agressive, que je n'aime pourtant pas pour ce qu'elle représente. Je me rappelle les bons et les mauvais moments de notre passé. Et ce sont les bons qui l'emportent largement. Je ne me rappelle pas quand et comment ça a commencé. J'ai toujours fait le pari, souvent vérifié, que ce qui m'arrive m'est profitable. Je n'ai jamais abandonné tout espoir d'un renversement de son évolution. Je vois certaines choses que la maladie de ma femme m'a apportées. Je ne vois pas
ce que cela change à notre amour, si ce n'est que ça le densifie. Je vois sur son visage la maladie sortir de la clandestinité, devenir de moins en moins ignorable. Je sais que je pourrais vivre sans elle. Je ne sais pas ce qui nous attend, ni comment je le supporterai. Je ne crois pas aux vertus de la volonté. Je ne veux pas vouloir que les choses soient conformes à ce que j'attends. Je me demande pourquoi cela m'arrive, que ma femme ait ces difficultés. Je déteste la voir souffrir. Mais j'aime la vie que nous partageons, malgré ce dont j'aurais préféré être dispensé. J'essaie de ne pas changer ce qui, jusqu'ici et depuis longtemps, me fait trouver la vie belle et intéressante. Je n'essaye pas de réagir autrement que cela me vient, quitte à m'excuser après coup d'un énervement ou d'une incompréhension, mais sans culpabilité. Les petits bonheurs. Le matin, au lever, il fait beau, je me sens bien. Je lui ai dit bonjour et ça m'a fait du bien. Merci pour une visite inattendue, pour un baiser d'un de mes petits-enfants au téléphone. Merci pour ta main sur mon épaule, pour le sourire d'une inconnue dans la rue, la découverte d'un livre, la lecture d'une poésie, de la musique, tout simplement d'un instant de bonheur. Oui, au chant des grillons de la nuit dans une prairie sous les étoiles. Oui, au parfum et au goût de la coriandre fraîche. Oh oui, au chant du muezzin à l'aube dans un pays arabe. Et à la même émotion exactement que je retrouve en écoutant le Magnificat de Monteverdi. Oui, au bonheur d'avoir vu le cerisier que je croyais mort devant la fenêtre de notre chambre pointer ses minuscules feuilles. Oui, à la complicité avec ma fille aînée depuis son enfance, et à l'évidence que les relations avec ma cadette distante depuis son adolescence ne cessent de s'assouplir, promesse d'une proximité nouvelle. Oui, au velouté de certains bois sous la main, oui, à la douceur de la peau du dos de ma femme, oui, à la sensualité de m'endormir, oui, au plaisir de dormir nu quand il fait vraiment chaud, oui, au parfum frais du matin, oui, à la sensation d'enrichissement quand, lors d'un échange avec quelqu'un, une évidence encore jamais aperçue m'apparaît, oui, au carré de chocolat avec des amandes entière. Oui, aux bergamotes de Nancy ou aux Objes, ces bonbons hollandais au goût de café. Oui, aux promesses d'un départ en voyage. Oui, à l'accouchement d'une formulation de quelque chose que je cherchais à saisir depuis un moment. Oui, à mes mains qui retrouvent toutes seules sur ma guitare une suite d'accords que ma tête était incapable de se rappeler. Oui, aux conversations en famille qui se poursuivent à table, le dîner fini, lorsque la nuit est tombée et que personne n'allume pour ne pas rompre le charme. Oui, au parfum que portait mon père, dont je garde un flacon, 38 ans après sa mort, et dont je m'offre de temps en temps un petit sniff. La reconnaissance. Je voudrais vous dire de profiter de la douceur des moments de tendresse et de connivence, des fous rires sur les malentendus ou les maladresses, de toujours rester positif. Mais faire attention à ce qu'on dit, comment on le dit, attention à ne pas faire ce qu'ils peuvent faire, mais les accompagner. Oubliez les fatigues, physiques et morales, elles sont passagères et vite effacées et remplacées par les bons moments passés ensemble. Et surtout, gardez toujours son humour, sa bonne humeur avec eux, même si ce n'est pas toujours facile.
Je voudrais vous dire que j'ai fait mon devoir de fille en accueillant ma mère à la maison. Je me suis sentie redevable envers elle, contrainte en fait. Je croyais avoir assez d'amour, d'empathie et de gentillesse pour que nous ayons une vie simple ensemble. Le souci est que je n'avais pas anticipé les aléas du séjour qui a duré 4 ans. Mon rôle d'aidante s'est révélé très difficile lorsqu'elle a commencé à avoir des troubles cognitifs importants. Je me suis trouvée contrainte et très désorganisée au fil du temps. Et la fatigue était telle que je suis devenue très lasse, nerveusement, et que j'ai dû la mettre en EHPAD. La culpabilité par le fait d'être incapable de la garder à la maison a pris le dessus et je n'étais plus moi. Grâce au groupe de parole, je m'en suis sortie. Je voudrais vous dire que ce qui m'aide en tant qu'aidant, c'est, je crois, Prendre ce qui vient quand ça vient et y consentir. Ne pas chercher à supposer l'avenir. Ce que j'imagine est assez peu appétissant. Je sais que c'est une tendance propre à l'être humain. Prévoir pour se prémunir. Mais je n'ai aucune garantie de ne pas me tromper. Alors, autant éviter de m'inquiéter. Il sera toujours temps de m'adapter. Et le pire n'est jamais certain. assouplir mes convictions, en sachant reconnaître que leur date de péremption est dépassée parfois. M'autoriser à m'opposer à la personne que j'aide. Lui dire non, pas ça. J'aurais beaucoup de mal à le supporter, sache-le. Écrire ce que j'éprouve, même et surtout ce que j'aurais du mal à dire à quelqu'un. Peut-être que ça me le permettra. La fiction m'aide beaucoup. Lorsque je prête des ressentis à un personnage qui est dans une situation proche de la mienne. Ne pas me surestimer. Me donner le droit de faire des erreurs en pensant bien faire. Prendre soin de moi, physiquement, et en sortant, en faisant des choses de mon côté, ou ensemble, mais alors agréable. Rire avec celle que j'aime.